L'association de la cause freudienne. Alors première chose, je vous invite à vous rapprocher un maximum parce que le groupe est nombreux, que les voix ne portent pas toujours. Alors on a la joie, l'honneur d'accueillir ce matin Bernard Bonnet dans son exposition. Et alors je vous demanderai vraiment pendant l'heure que nous allons passer ensemble d'être, pardon de ce mot, le plus discipliné possible, parce que nous sommes nombreux et donc on vient d'enchaîner voilà, un gros montage, un vernissage. Bernard a eu aussi une très grosse exposition au mois de septembre et donc à force de parler et à force d'être dans ces salles très climatisées de notre musée, voilà, il a une petite extinction de voix, donc il a maintenu sa présence ce matin, mais voilà, donc je vous inviterai à rester vraiment très attentif et attentif pour que le site puisse se passer au mieux. Alors avant de passer la parole à Armel Guédon, peut-être un mot très rapide de cette exposition. Je ne rentrerai pas dans le détail puisqu'on va avoir l'occasion de la parcourir, mais très simplement, nous sommes sur une période très spécifique du travail de Bernard Bonnet. Ce n'est pas la totalité du travail, c'est sans doute même, si vous connaissez son œuvre, une partie que vous allez découvrir. On est sur une décennie très spécifique, 1966-1976. 1966, Bernard vit encore à Nice, où il a déjà développé depuis 6 ans un travail important, exigeant, allant vers toujours plus de rationalité, d'objectivité. Et en 1966, il franchit un pas en décidant d'emprunter à des domaines de la connaissance ou à des domaines techniques des données qu'il introduit dans son art. C'est ce qui va être le début de sa période conceptuelle, puisque au même moment, notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, d'autres artistes, vous savez, les bonnes idées sont toujours un peu dans l'air, il y a une concomitance des choses, et d'autres artistes vont aussi avoir cette même intuition et nécessité que Bernard Bonnet d'aller vers une œuvre qui serait débarrassée de la subjectivité de l'artiste, du geste de l'artiste, et qui irait vers un primat des idées sur la forme. Donc la décennie qui est retracée ici, c'est cette décennie entre Nice puis New York où il va s'installer à la fin de l'année 66 et cette période très spécifique conceptuelle de Bernard Bonnet. Donc on aura l'occasion de revenir dans le parcours sur toutes les subtilités de cette période. Je n'en dis pas plus, on l'a peut-être déjà dit. Corinne Robineau va vous situer un petit peu dans quel esprit cette rencontre est partie. Oui, alors juste quelques mots pour vous dire que l'association de la cause freudienne, Estérel Côte d'Azur, qui représente l'école de la cause freudienne dans notre région, a pour but de promouvoir les disciplines affines en lien avec l'étude de la psychanalyse. Premièrement, l'étude de la psychanalyse en connexion des disciplines affines, dont la rencontre avec les artistes. Alors, en 2017, sous l'impulsion de la Movida Zadi, donnée par Jacques-Alain Miller, qui est notre responsable de l'école de la cause freudienne, il me semble, ça s'appelle ça, son chef de file. Donc en 2017, et suite à cette impulsion d'Amovida Zadi, j'ai eu l'idée de faire en sorte que les artistes qui nous enseignent puissent être découverts par les psychanalystes. Et donc ce sont les psychanalystes qui se déplacent dans la cité pour entendre le discours des artistes et se laisser enseigner par eux. Voilà, l'idée de départ était celle-ci, et depuis, nous avons rencontré Hélène Guenin, je remercie pour son accueil, au MAMAC, Armel Guédon, qui est la responsable de l'activité, et puis Valentine de Chambre, qui nous fait aussi l'honneur d'être là aujourd'hui en tant que psychanalyste, membre de l'ECF, et aussi une grande férue d'art et de musique. Voilà. Plus fort. Oui, mais...
parlé un peu de Bernard Venet, mais je me suis souvenu qu'il était aussi poète et que les poètes n'ont pas de biographie. Alors, je dirais que simplement que aujourd'hui vous aurez l'occasion d'entendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'art conceptuel. C'est un titre que j'emprunte à Woody Allen. Et Woody Allen, vous le retrouverez tout à la fin de l'exposition. Ça permet d'avoir un fil conducteur. Et le reste, vous l'entendrez de la bouche même de celui à qui on doit cette belle exposition. Et chacun d'entre vous est invité à poser des questions s'il le souhaite pendant le parcours que nous ferons ensemble. Donc bienvenue à tous et on y va. Alors juste je vais rajouter quelque chose à Armelle qui je voudrais dire merci à Bernard Venet. On s'est rencontrés quelques minutes lors de la salle d'exposition. Et puis tout de suite, vous avez dit oui à une rencontre au MUNI. Et ensuite, avec Hélène, que j'ai recroisée ici, on s'est dit que la petite buissonnière avec Bernard Venet pouvait faire event. Alors je me rappelle de cette phrase que vous avez dit, Marcel Duchamp en 1967, la vente du vent. Alors allez-y. C'est une question de contexte aussi. Oui. J'étais en train de lui expliquer, premièrement, que mon travail était beaucoup plus radical que tout ce qu'il avait produit dans sa vie. Et à la fin, je lui explique en plus que je fais des œuvres qui sont complètement dématérialisées. Il n'y a plus rien à voir, alors que je suis un artiste visuel. Parce que je fais écouter des conférences de scientifiques plutôt que de montrer le résultat d'une manière visuelle. Et alors il me regarde, il me dit mais alors vous vendez du vent. Et je suis un petit peu interloqué, c'est pas un compliment normalement. Et en souriant, il prend son stylo et devant le journal et sur le journal qui est passé devant lui sur la table basse, il écrit la vente de vent. Je me corrige. Devant est l'event de Venet, c'est-à-dire qu'il y a 4 fois les lettres de mon nom dans cette expression. Et donc, je lui ai dit, mais ça c'est pas mal, c'est comme esquivons les échymoses, les esquimaux aux exquis. Et il me dit, ah vous connaissez ça, j'ai dit, je sais tout sur vous. La rencontre, c'est la poésie. Tout de suite, immédiatement. On peut le dire comme ça, avec lui c'était immédiatement comme ça. Mais je vous ferai remarquer une chose, c'est que, est-ce qu'il s'agirait d'un acte manqué? Je viens ici à Faune. Je viens de faire un effort considérable pour parler de Marcel Duchamp et pas de moi. Mais... Tant pis, tu ne serais pas interprété. Ce n'est pas du tout l'objectif des analystes. Quand ils rencontrent les artistes, que vous avez très bien dit comme mes collègues, c'est plutôt que vous enseignez quelque chose. Et notamment ce rapport au corps dans l'art. Il y a quand même tout à fait présent et qui s'est transformé, me semble-t-il, au fur et à mesure de votre parcours. Oui, un rapport au corps un peu particulier. Tout à coup, je peux répondre oui, puisqu'on a fait cette performance avant-hier où mon corps était mis à nu devant tout le monde, mais je me suis arrêté à la taille. En fait, ça n'était pas l'extérieur, mais c'était l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu de dire qui je suis, je disais ce que je suis. J'ai toujours eu cette attitude très objective comme ça. Moi, ma personnalité n'a aucune importance. Bien sûr, elle est sous-jacente dans toute mon œuvre, mais ma personnalité, ça n'est pas ce que je veux exprimer. Van Gogh l'a fait, Francis Bacon l'a fait. Ils ont leur manière de faire. Moi, j'ai voulu faire un art qui était beaucoup plus pensé comme un travail presque scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une méthode qui est mise en place où les fantaisies, les fantasmes et toutes ces choses-là n'ont pas d'espace. Je fais ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour faire évoluer la pensée, mon histoire et l'histoire de l'art idéalement, bien sûr. Ça, le temps de dire. Question de l'art, c'était l'art, me semble matrice de parcours. Oui, vous savez, il y a ce qu'a été l'art, ce qu'est l'art, et moi, mon rôle, c'est que sera l'art demain. C'est le rôle de tous les artistes. Encore une fois, je veux rester très modeste et dire que le temps jugera, mais c'est le seul objectif. Soit vous êtes un peintre et vous faites de la peinture, soit vous faites de la sculpture et vous êtes un sculpteur, mais vous n'êtes pas nécessairement un artiste parce que
vos vraies questions ne sont pas agencées dans une direction. Quelle est la nature de l'art? Vous faites de la peinture parce que vous aimez peindre, vous faites de la sculpture parce que vous aimez sculpter, vous faites de la poésie parce que vous aimez écrire, mais la vraie question, quelle est la nature de l'art et comment est-ce que je peux la changer? Quelles sont les questions que je peux poser? C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Autrement, autant aller se promener sur une plage et puis ne pas... Et on sait combien elles sont exquises dans la vie. Oui, c'est vrai. D'où vous êtes, Oui. d'où vous venez, et donc cette exposition, elle dit ce premier moment-là. Elle est le moment le plus fort dans mon activité, où vraiment, en fait, je commence par le début. Voilà. J'espère que je vais pouvoir parler pendant une heure. Je me suis arrêté de parler depuis hier, 14h30, pour pouvoir vous parler maintenant, avec des pilules de plein les poches. Il m'en reste une encore. Si vous voulez, on se laisse guider par le corps. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Ah, vous parlez beaucoup du corps. Vous savez que le corps... Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ça va aller. Ouais. Oui, C'est du Vous parlez du corps. Vous y revenez souvent, et vous savez que moi, le corps, c'est ce que j'ai le plus détesté toute ma vie. Je me suis détesté depuis ma jeunesse, pour différentes raisons, parce que je n'avais pas un corps extraordinaire. J'étais maigre comme un clou et j'étais toujours malade. J'avais de l'asthme, j'avais 3 crises d'asthme par nuit qui faisaient que je ne pouvais même pas aller à l'école après. Et ce corps, je l'ai détesté. C'est pourquoi, heureusement, en fait, le positif, c'est que je passais mes journées allongé sur mon lit. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien à écouter. J'avais des livres, bien sûr, mais il y a des moments où je me fatigue. Où je passais mon temps à réfléchir. C'est peut-être l'exercice qui m'a le plus servi pour plus tard et commencer à penser que ce qu'on m'avait enseigné, c'était peut-être pas tout à fait juste, que c'était relatif et qu'en tout cas, ça pouvait évoluer. Voilà. Et c'est la première chose que j'ai apprise, tout seul. Et est-ce que l'on peut dire que ça a commencé, parce que je crois que vous le nommez comme ça, par un point d'arrêt, que vous êtes d'abord arrêté pour penser, ou pas tout à fait? Attendez, je me suis arrêté après cette période qui est ici, oui. Oui, parce que tout le travail que j'ai fait ici, qui est un travail très rationnel, très objectif, où j'ai voulu montrer le contraire de Van Gogh. Lorsque Van Gogh peignait un paysage, c'était un autoportrait, quasiment c'était ça. Enfin, toute son expression, c'était lui avec ses problèmes qui étaient dedans, on le voit dans sa peinture. Tandis que moi, quand je fais un paysage, c'est une carte de météorologie, c'est-à-dire c'est une information objective sur un paysage particulier qui peut être l'Europe ou l'Amérique du Nord. Voilà. Je donne une information. Alors, je suis en train de partir dans une direction. Redites-moi ce que vous m'avez dit. Sur le point d'arrêt, parce que oui, voilà, c'est ça. cette nécessité. Oui. Alors tout ce travail qui est ici a été fait d'une manière très méthodique, mais quand même, curieusement, complètement intuitive. C'est-à-dire que je n'avais pas de théorie a priori du tout. Je dis toujours que l'activité d'un artiste devrait être celle d'un explorateur. Je le visualise sur sa barque avec ses 2 rames comme ça. Et puis il est tout seul. Puis il voit une île là-bas qui n'a jamais été connue, qui est sur aucune carte. Et il y va, et il met son pied, il la regarde, il l'explore. Et c'est après qu'il va pouvoir en parler. C'est pareil avec l'art. Ceux qui ont des théories en avance et qui vont les illustrer, j'y n'y crois pas beaucoup. C'est possible. Je ne connais pas bien les exemples, mais on fait un travail et puis après on réfléchit, on théorise. Et c'est pourquoi cette année 1960, fin d'année 70, lorsque je me suis arrêté de produire des œuvres d'art, ça avait été prévu bien à l'avance, tout ça, je peux y revenir après. C'est là que je me suis... je commençais à avoir une rétrospective en Allemagne, une rétrospective à New York, des expositions un peu partout, et donc les critiques commençaient à écrire sur moi. Mais je trouvais que leur discours n'était pas celui que je voulais. Je voulais, moi, un discours qui était la cassure absolue. Il fallait qu'il y avait l'art avant moi, et il y avait là un autre art qui était le mien. Je ne dis pas que je l'ai transformé tout, mais je voulais... il a fallu que pardon, je finis juste cette phrase, il a fallu que je trouve un langage en étudiant la sémiologie et les textes de Jacques Bertin pour venir avec pour donner une explication, ou plutôt une justification absolument précise du travail que j'avais fait. Et ça fait que le discours accompagnait complètement l'acte.
Il accompagne. Pas vraiment. Ça s'est construit intuitivement. Le discours est venu après. Il a fallu que j'explique tout ça, expliquer avec une précision maximale tout ce que j'avais fait auparavant. Il y a d'abord l'acte et il y a d'abord ce que vous aviez à dire. Alors, ce que j'avais à dire se faisait intuitivement. J'avais besoin d'aller ailleurs. Surtout, je ne voulais surtout pas rester sur les traces de ces fameux pères symboliques. Je voulais tout remettre en question et partir le plus loin possible de tout ce qui avait été pensé. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous raconter ma rencontre avec Duchamp, qui était un peu exceptionnelle et qui montrait à quel point je voulais aller ailleurs. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Vous voulez que je vous raconte ma rencontre avec Duchamp? C'est une belle histoire. Mais on ne dépassera pas l'heure, on est d'accord. Hein? Parce qu'autrement, je serais malade. Et ça, c'est une belle histoire. Alors, Les États-Unis, ça a été pour vous l'adresse? C'était obligatoire, bien sûr. Ici à Nice, à 200 mètres d'ici, sur la rue Pérolière, je faisais d'abord des tableaux au goudron, donc personne n'en voulait. Et après, aussi, vous voyez, il y a eu alors je viendrai du champ après, c'est pour répondre à ce que vous dites. À une époque, au début des années 60, où toute la génération des jeunes comme moi se mettait à travailler, tout le monde était influencé par le pop art, par le nouveau réalisme ou par la figuration narrative, c'est-à-dire qu'il y avait un retour à la figuration. Tandis que la décennie précédente, ça n'était que l'abstraction style lyrique européenne ou expressionniste allemande ou expressionniste américaine. Et donc tout à coup, cassure et plus personne ne fait de l'art abstrait. Et moi, Bernard Venet, je continue à faire un art qui est abstrait. Alors je passe pour un gars complètement dépassé et je ne me sens pas une place ici. C'est pourquoi j'ai voulu partir aux États-Unis. Et ma chance, c'est d'être arrivé à un moment où les minimalistes commençaient à exposer. Et là, j'ai vu tout de suite la parenté qu'il y avait entre leur travail et le mien, c'est-à-dire un travail froid, industriel, vous voyez, où il n'y avait pas l'expression de l'individu. On sortait de l'expressionnisme, on sortait de tout, et on montrait un travail, bien sûr, issu, on va dire, du constructivisme, de la géométrie, mais d'une manière beaucoup plus industrielle. Les artistes ne produisaient pas leurs œuvres et pouvaient partir dans une direction nouvelle, et de là, l'art minimal qui s'est développé. Mais, Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous êtes face à cette falaise à Marseille, vous regardez ces goudrons et qui se jettent dans la mer? Là, on n'est pas avec Duchamp. on n'est pas avec Duchamp, mais c'est le moment, c'est le choc, comme le primal, c'est comme ça qu'on dit. Pourquoi pas? Mais je crois, j'ai voulu même un jour écrire un truc là-dessus. Mais je suis à Carpiagne. Vous savez, quand j'étais à l'armée, j'étais exempt de tout, parce que j'avais été tellement malade que j'étais venu me présenter, comme toutes les jeunes potentiels recrues à l'armée, avec des certificats de docteur pour que je sois réformé. Seulement, c'était le moment de la guerre d'Algérie, et on m'a dit, écoutez, vous n'aurez pas d'armes, vous ne ferez pas les corvées, vous ne ferez pas la garde, ni quoi que ce soit, mais vous irez taper à la machine toute la journée. Donc les 2 premiers mois, je n'ai pas fait tous ces exercices que tous les militaires font, et j'avais donc tout mon temps. Et je allais me balader, je n'avais rien à faire. Je me baladais dans la montagne, et puis un jour, je vois cette espèce comme un cirque avec des falaises, comme ça, pas très hautes. Hein. En fait, c'est quelque chose qui avait été creusé pour prendre du sable, je ne sais pas quoi. Je me balade là, et puis tout d'un coup, je vois une coulée de goudron. Et là, je suis attiré très fortement, suffisamment pour retourner à la caserne, chercher un copain qui a un appareil photo, revenir avec lui et lui dire « fais-moi des photos là-devant ». Il se passe quelque chose de très intéressant. Tout était là pour me plaire. Dans votre corps. Mais mon corps. C'est pas le corps, la forme, Une expérience. Peut-être. Alors, non, mais ce qui s'est passé, c'est que plus tard, je crois que j'ai eu une explication à cela. Mais en tout cas, j'ai vu du noir et j'aimais le noir. J'aimais cette matière du goudron qui est riche, huileuse, très très belle, qui coulait. Alors encore une fois, alors là, je voyais une œuvre d'art entre nous. Hein, et j'aimais beaucoup Soulage, bien entendu, parce que j'aimais le noir en général. Mais Soulage, il fallait trouver une autre solution. Lui faisait encore des compositions. C'était très réfléchi ce qu'il faisait, ses gestes sur la toile. Et moi, je voulais aller ailleurs. Et en voyant la gravité donner une forme à
à cette coulée. J'ai trouvé ça formidable, c'était une autre option. Mais la réalité, c'est que je pense que j'ai retrouvé la chute des anges de Rubens. J'étais fasciné par Rubens, j'ai fait des tonnes de dessins depuis Rubens, mais beaucoup. C'est après que je me suis dit, mais j'ai vu la photo des anges de Rubens, qui était un tableau extraordinaire. Vous avez aussi la gravité, cette chute, tous ces corps qui tombent. Et là, j'avais la même chose. Et on sait qu'aujourd'hui encore, si on me demandait quel est l'artiste qui vous a le plus influencé, je te répondrais c'est Rubens. Je ne dirais pas c'est Malevich ou un tel. Bien sûr, je vis dans un contexte historique qui me permet de développer mon travail comme ça. Mais avec humour, je dirais presque que si Rubens était vivant aujourd'hui et qu'il soit artiste, il ferait à ma place ce que je viens de faire. Tout simplement. Énorme, bien sûr. Les franches finalités pour reprendre le contrôle. À ce moment-là, c'est décisif. Certainement, même si, oui, parce qu'après dans la sculpture, on le retrouve, je veux dire, là, dans mon travail, il y a toujours un baroquisme, je ne suis pas un minimaliste du tout, je ne suis pas un ordre particulier, il n'y a pas de répétition d'une chose, il n'y a pas de méthode de travail, il y a une liberté maximale, je fais vraiment ce que je veux, on ne peut pas dire que je suis un post-minimaliste, même si, avant les minimalistes, j'avais fait de l'art minimal, puisque je faisais des tableaux tout noirs, c'était déjà quand même assez sobre et minimal. Mais la diagonale qu'on trouve dans mes œuvres, les lignes qui partent comme ça, ce baroquisme très fort des sculptures de liens déterminés, se rapproche énormément de Rubens. Je vous propose d'avancer un peu dans l'exposition et d'aller à côté de la salle.